Madame, bonsoir. Mademoiselle, bonsoir. Et monsieur, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que nous nous invitons chez vous pour parler politique sur la belle télévision et radio, la chaîne panafricaine et internationale, la marque de l'Afrique. Parler politique aujourd'hui pour ce 3e numéro, nous voulons aborder le thème sur l'Union africaine qui est une organisation continentale qui a l'ambition de porter très haut l'image du continent, de participer au développement des pays membres, de propager la paix et de la maintenir. Nous allons essayer d'examiner l'action de cette organisation continentale à travers les résultats de son 30e sommet tenu récemment à Addis Abeba. C'était à la fin du mois de janvier, les 29 et 30 janvier précisément. Nous allons le faire avec des invités qui ont bien voulu consacrer leur temps pour venir proposer leur analyse et leurs commentaires sur l'Union africaine qui nous est commune. J'aurai le plaisir de vous les présenter dans quelques instants, juste après ce détour. Une fois de plus, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à Parler politique 3e édition. Le thème de ce jour est dédié à l'Union africaine, cette organisation continentale qui se veut porteuse de toutes les ambitions de l'affirmation du continent sur l'échiquier mondial, mais aussi du développement des peuples d'Afrique, du développement des pays d'Afrique et de la propagation de la paix. C'est de cette organisation qui nous est très chère que nous allons parler ce soir avec des invités sur ce plateau. J'ai à ma droite M. André Adjo, il est docteur en sciences politiques. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. J'ai à ma gauche M. Georges Mpaga, il est le président exécutif national du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon, le ROLBG. Bonsoir M. Mpaga. Bonsoir Alex. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur ce plateau. La société civile est valablement représentée. Pour planter le décor de nos discussions sur l'Union africaine, je vous propose ce reportage. Il a été réalisé dans les rues de Yaoundé au Cameroun et à Dakar au Sénégal, l'impression des Africains ou le commentaire ou le regard des Africains sur l'Union africaine. Quand on regarde sur le plan mondial, comment est-ce que les différents regroupements continentaux se font, l'Afrique normalement doit avoir une institution de ce type. Le problème ici, c'est son efficacité. C'est là qu'on commence à s'inquiéter un peu parce que certains ont pensé que c'était une structure qui rassemblait uniquement les chefs d'État, donc un club d'amis chefs d'État. Mais en réalité, l'Union africaine fait un travail conséquent sur le terrain. C'est juste que ce travail n'est pas suffisamment diffusé. On n'en parle pas trop dans les différents pays, ce qui fait que les gens ont l'impression que l'Union africaine n'existe que de nom. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette organisation a toute sa raison d'être parce que les pays ne peuvent plus évoluer en autarcie. Mais sur le plan pratique, on se rend compte que les attentes du peuple africain ne sont pas comblées parce qu'on assiste encore à certains égos de la part des chefs d'État africains qui doivent booster le développement de l'Afrique. Et de ce point de vue-là, on peut supposer qu'il y a encore du chemin à faire pour cette organisation-là. Je ne sais pas est-ce que cette organisation joue vraiment son rôle, parce que je vois que les pays africains sont divisés. Il n'y a pas vraiment une entente et elle n'arrive pas à trouver une solution à tous les problèmes que rencontrent les pays africains. Il faut que l'Union africaine redevienne cette union qui redevienne le leader justement, qui porte la voix de tout un continent, qui ne soit pas un leader qui est seulement de face, qui soit une vue de l'esprit. Pourtant, le véritable problème, c'est de poser, de porter et véritablement valoriser l'image de l'Africain. Et partout où il se trouve, pas être l'Union africaine simplement de nom. Voilà un peu ma façon de voir sur l'Union africaine, qui, il faut le dire, l'Union qui est restée justement de nom. Parce qu'en changeant l'Union africaine au UA, on est resté vraiment dans les mêmes conditions. L'Union africaine, c'est une organisation qui est censée s'occuper des intérêts des pays africains. Mais on se rend compte que malheureusement, près de 60 ans après nos indépendances,
on est toujours sous tutelle quasiment des Occidentaux. Les différents dirigeants ne s'entendent quasiment pas. Dans chaque secteur, vous avez des petits clans entre amis. Je pense que ça, c'est pas dans l'intérêt de l'Afrique. Je pense que l'Afrique devrait mieux s'unir pour pouvoir pour pouvoir se développer. Parce que si on veut se développer, c'est-à-dire c'est à partir de nous-mêmes que nous devons nous compter, mais pas à travers les Occidentaux ou bien les Européens. Parce que si on voit l'Union européenne, ça marche. La CEDEAO, ça marche plus que l'Union européenne. Mais pourquoi l'Union africaine ne peut pas marcher? C'est-à-dire que les Africains ne veulent pas que l'Africain n'aime pas qu'un autre Africain le dirige. Je pense que bon, pour une institution qui, en général, tout le financement est fait par l'Union européenne, on ne peut pas avoir grand-chose. Donc moi, je pense que par rapport aux attentes, par rapport à l'Union africaine, je suis très pessimiste. Parce que quelque chose qui est créé depuis 1963, c'est combien d'années? C'est 55 ans. Depuis 55 ans, et l'Union africaine a du mal à prendre son envol. Au regard de ce que nous venons de suivre, je voudrais vous poser la question, docteur Adjo. Est-ce que l'Union africaine, comme l'a dit tout à l'heure un Africain d'homme de la rue, comme on dit souvent dans notre métier, est-ce que c'était simplement un simple problème de changement de nom, de dénomination, ou c'était vraiment une volonté de repositionner le continent africain à travers une organisation efficace? Est-ce qu'on a fait une mutation de l'OUA à l'UA juste pour le plaisir, ou bien c'est une transformation de fond? Bien, merci. Je crois que les tergiversations actuelles, le défaut de résultats, les attentes déçues suffisent à elles seules de répondre à votre question. Parce qu'on se souvient déjà du début de l'aventure, en 1963, même si ce n'était à l'époque qu'une trentaine de pays, il y avait un enthousiasme. Même si là, dans cette trentaine de pays, il y avait un peu de groupes. C'était un groupe déjà hétéroclite et peut-être que ça annonçait déjà les échecs futurs. On se souvient de 1974. À Mogadiscio, au moment où cette capitale pouvait encore recevoir l'Afrique. Malheureusement, on en est loin. On se souvient des plans d'action de Lagos et des déclarations qui ont suivi avant, qui avaient été faites avant à Monrovia. On se souvient de la fin des années 1900, donc au début des années 2000, avec donc cette transformation de dénomination. Il y avait des espoirs, il y avait des choses qui avaient été annoncées, mais rien n'a suivi. Les Africains se sont même retrouvés à Lomé pour régler la question de la sanctuarisation de la Constitution. C'était un espoir grand. Enfin, on pouvait respecter la Constitution puisque chacun avait signé. On voit ce qu'on en a fait des constitutions. Donc je crois que malheureusement, et puis c'est un défaut de stratégie, il y a un manque de stratégie réelle, ça va un peu dans tous les sens. De mon point de vue, c'était juste une transformation de façade au regard des résultats. Vous partagez cet avis ou vous pensez quand même que c'est un virage important pour une organisation capable de repositionner le continent? Effectivement, je partage fondamentalement l'analyse, le point de vue développé par mon prédécesseur par rapport aux différentes étapes qui ont jalonné la construction, le développement de l'OUA. Depuis les pères fondateurs. Il faut dire que c'est un projet noble, un projet, une ambition louable, salutaire pour les peuples africains. N'est-ce pas? La mise en place de l'Union africaine autour des pères fondateurs que furent Kwame Nkrumah, Nasser Abdel Gamal, le Mwalimou, Julius Nyerere, Houphouët-Boigny et les autres. C'était une idée positive, fédératrice de toutes les organisations de tous les pays africains. C'est l'idée de s'unir autour de ce projet fédérateur était vraiment quelque chose de positif. Et vous ne retrouvez pas ça aujourd'hui? Et ce qui est
la mutation. Je veux dire, dans un premier temps, je voudrais dire que l'Union africaine. Non, pas du tout. L'OU a été confrontée à un certain nombre d'obstacles. Ah oui, l'organisation de l'unité africaine. Je pense que l'obstacle principal dans le développement, dans le rayonnement, dans la tête des ambitions et des objectifs de l'OUA fut d'abord le problème de gouvernance. Cette organisation a échoué dans la gouvernance, dans la manière d'être un guide pour l'Afrique. La plupart des États africains, après 1963, ont sombré dans des partis uniques, dans le monolithisme politique. Ça peut donc justifier la mutation de l'OUA à l'UA. La mutation est une autre ambition qui avait pour finalité, n'est-ce pas, d'étendre le champ d'intervention, de mettre en place les bases d'un développement non seulement politique, mais économique, mais aussi d'établir les priorités en ce qui concerne les questions centrales telles que l'intégration africaine, les questions monétaires, les questions économiques, les différentes entités économiques qui ont été créées dans cette optique-là donnent des résultats mitigés jusqu'à présent. Mais moi, je reviens sur la question principale qui est celle de la gouvernance. Parce qu'on s'articule aujourd'hui sur des plaidoyers, sur des problématiques... Je vous propose on va y arriver. Je voulais juste qu'on reste un peu sur cette transition entre l'OUA et l'Union africaine aujourd'hui. Parce qu'on se souvient qu'à la naissance de l'OUA, les pays africains venaient d'être indépendants. Ils se sont donnés, à travers la création de l'Organisation de l'Unité africaine, une organisation pour essayer de consolider l'union politique et économique du continent, mais aussi pour défendre la souveraineté des États membres. Ça, c'était une ambition et on peut comprendre, on sortait des indépendances. Mais à l'Union africaine, quand on prend l'Union africaine en 2001, je crois, c'est la date de la naissance de l'Union africaine, il y a d'autres objectifs. Alors, vous venez de le dire, on voudrait peut-être même calquer, parce qu'on voulait suivre un peu ce qui se passe au niveau du continent européen. Il y a l'Union européenne, dont on veut faire l'Union africaine. Alors, est-ce que ça justifiait finalement que... non seulement ça peut se justifier, mais est-ce que sur le plan pratique, Dr Adio, est-ce que sur le plan pratique, ce mimétisme peut se justifier, ou alors c'était quand même une référence de l'Union européenne, sauf qu'on n'applique pas au niveau de l'Union africaine les mêmes principes ou alors les mêmes facteurs qui consolident ou qui montrent aujourd'hui que par rapport à l'Union européenne, il y a un gap. Il y avait de la part et vous l'avez dit en filigrane, l'OUA avait un certain nombre d'objectifs, notamment deux. Et l'un de ces objectifs, c'était la lutte contre le colonialisme. Et de ce point de vue, je crois que l'OUA a quand même accompagné le continent dans l'éradication de cette forme de domination qui vraiment n'est pas acceptable. De ce point de vue-là, quand même, pour ne pas voir tout en noir ou tout en blanc, c'est selon, l'OUA a quand même rempli sa mission de ce point de vue. Par contre, on avait projeté l'arrivée aux années 2000 comme les années qui nous projetteraient dans un autre monde, etc. Et donc, ces années-là, en arrivant, venaient à propos, il fallait donc changer. Et donc, on passait à un autre temps. C'était la question du progrès sur le plan politique, sur le plan du développement, etc., etc. Ça se justifie peut-être, mais le tout n'est pas de justifier ce type de transition, puisque ce sont les résultats que l'on recherche. Est-ce que les Africains se sont donné les moyens d'atteindre les nouveaux objectifs qui se sont fixés au moment des années 2000, à Durban notamment, lorsque le changement de dénomination a été acté? Et moi, je voudrais prendre pour indice la charte de l'Organisation de l'Unité africaine et l'acte constitutif de l'OUA. Les changements sont anecdotiques. Ce n'est pas un nouveau texte révolutionnaire qu'on nous a proposé. On a juste réaménagé parce que c'est vrai que l'organisation d'avant ne convenait plus à la nouvelle époque. Et donc, ça peut se justifier,
Mais ce n'est pas ce qu'on attend, c'est est-ce que les nouveaux objectifs qui avaient été actés par tous les chefs d'État ont vu leurs résultats probants arriver. Parce qu'on se souvient que des leaders africains comme le président Abdoulaye Wade du Sénégal, à l'époque de cette naissance de l'OUA, avait justement dit qu'avec l'Union africaine, on va enfin dépasser les clivages artificiels, n'est-ce pas, pour asseoir un développement et réaliser des vrais changements, donc sur des bases concrètes. Et je voulais dire, il y a également le président Frédéric Chiluba de Zambie qui, à l'époque, a dit qu'avec l'émergence de l'Union africaine, ceci va permettre d'aider les pays africains à résoudre leurs problèmes. Alors, donc, il y a des ambitions à la naissance de l'Union africaine. Mais à l'arrivée, au jour d'aujourd'hui, M. Mbaka Paga. Effectivement, ces ambitions, cette ambition était une ambition extrêmement révolutionnaire. On a fait rêver les Africains, rêver autour d'un véritable développement, d'un véritable leadership. Mais je reviens sur la question fondamentale qui est celle de la gouvernance. L'Union africaine est confrontée, je disais, à la déliquescence des systèmes politiques, à l'absence de démocratie dans la plupart des pays qui composent l'Union africaine. Ce qui fait que l'organisation dans sa structure de gouvernance est faible. La structure de gouvernance de l'Union européenne, de l'Union africaine comparativement à l'Union européenne est particulièrement faible. Ce qui fait que les ambitions de l'Union africaine, les ambitions politiques, parce que tout dépend du politique, tout dépend de la capacité des pays à être gouvernés, de la capacité des pays à porter ce changement. On remarque qu'un certain nombre de pays, par exemple ceux de l'Afrique centrale, sont marqués par des monopolies, par des pouvoirs à vie, des dictatures. Le jugement n'est pas très sévère? Non, le jugement n'est pas très sévère, mais je dis que le problème fondamental est celui-là. Si en Afrique centrale, nous n'arrivons pas à réaliser, à l'instar de l'Afrique de l'Ouest, une certaine émergence au niveau économique et politique, c'est parce qu'il y a véritablement à la base des questions de démocratie, des questions de droits de l'homme, une paralysie de la gouvernance. Est-ce que c'est un problème d'homme, de leader? Parce que, comme on dit souvent que les institutions ont les hommes, ou bien ne valent que par rapport aux hommes qui les dirigent. Est-ce que c'est alors un problème d'homme, ou bien est-ce qu'on devrait dire que les hommes qui sont à la tête de nos États, on ne pourrait quand même pas aller jusque-là quand même, n'est-ce pas? Par rapport, pour donner vraiment du relief et de l'efficacité à cette organisation commune. Monsieur Alex, ça c'est une question fondamentale. Et la réponse à cette question ne peut pas être réglée en 30 secondes, 1 minute. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Est-ce que c'est une question d'homme? Je pense que c'est un faisceau d'éléments. C'est un ensemble d'éléments qu'il faut examiner. Quelles sont les conditions de départ? Et ce qu'on a fait, pour répondre à cette question, je pense, comme le bon médecin qui reçoit un patient, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic. Voilà. Et c'est à la suite du diagnostic qu'on peut essayer de fabriquer une réponse qui soit véritablement pertinente. Quelles sont les conditions de départ? Comment on a négocié notre départ en Afrique? Et la question se pose, oui. Oui, sommes-nous aujourd'hui propriétaires de notre propre continent? Qui finance notre sécurité? Qui finance cet embryon d'industrialisation un peu parcellaire, mais pour la plupart des cas absente finalement dans notre continent? Parce que je vous rappelle que quand vous survolez le continent, la nuit, c'est le noir. C'est au bout de la Méditerranée où tout s'éclaircit. Donc quand on amorce déjà la terre européenne, donc il n'y a pas d'énergie en Afrique. Qui finance notre santé? On a bien vu quand Ebola apparaît à gauche, à droite, ceux qui se mobilisent et apportent les fonds.
Voilà, il y a un certain nombre de questions comme ça et je pense que c'est complexe. Il y a des fonctions essentielles qu'il faut interroger et chaque fonction a une part de la réponse. Il y a certainement la question des acteurs et comment ne pas retenir la question des acteurs quand on voit comment un certain nombre de leaders se comportent et en font, notamment par rapport à la question du pouvoir, une affaire personnelle avec les conséquences qu'on observe, pas qu'on peut imaginer, qu'on observe ci et là dans le continent, même si on doit se réjouir que dans certains pays, heureusement pour nous, il y a quand même une amorce de bonnes choses au Sénégal, en Afrique du Sud et ailleurs. Ok, mais nous allons poursuivre notre discussion. Je voudrais vous proposer cet élément qui résume un peu la fin des travaux du 30e sommet à Addis Abeba, le 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, sommet au cours duquel le président Paul Kagame a pris la relève du professeur Alpha Condé comme président en exercice de l'Union africaine. Suivons cet élément d'Aziz Adewale. Rideau en cet après-midi du 29 janvier sur les travaux du 30e sommet ordinaire de l'Union africaine. Rendez-vous a été pris pour Nouakchott en Mauritanie en juillet prochain pour le 31e sommet. La session aura pu avancer sur certains dossiers tels le marché unique du transport aérien officiellement lancé le 28 janvier et la transformation du NEPAD en agence de développement. Le mécanisme d'autofinancement avec la taxe de 0,2% sur les importations de produits non africains ne fait malheureusement pas encore l'unanimité. Mais la mise en place d'une zone de libre-échange continentale est dans le pipe. La réflexion se poursuit, selon le président nigérien Mahamadou Issoufou, en charge du dossier. Pour lui, la zone de libre-échange ne résout pas tout. Il faut l'accompagner des programmes d'industrialisation, développer les infrastructures, créer des produits à échanger entre pays africains. Néanmoins, Paul Kagame, le nouveau président en exercice, devrait accueillir un sommet extraordinaire le 21 mars à Kigali au Rwanda pour son lancement officiel. Sur le très épineux dossier du terrorisme, l'Algérie, qui pilote le dossier, propose de s'attaquer aux sources de financement. Le représentant d'Abdelaziz Bouteflika a développé le sujet dès le 27 janvier lors du mini-sommet antiterrorisme réunissant les chefs d'État du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Alger a du reste lancé l'idée d'une conférence africaine sur la lutte contre le financement du terrorisme à Alger en mars prochain. Sur la gangrène de la corruption, les chefs d'État ont fait du président nigérian Muhammadu Buhari leur champion sur ce dossier. Monsieur Georges Paga, avant que nous suivions cet élément sur le développement du docteur Adjo tout à l'heure, il parlait de leader, et même de leadership. Et vous posez d'abord la question de savoir finalement, est-ce que le grand problème de l'Union africaine, ce n'est pas un problème de leader, des problèmes d'ego, des problèmes de leadership qui font en sorte que finalement, on n'a pas tous, peut-être même pas tous la même vision de l'Union africaine. Qu'est-ce que vous en parlez ? Je suis d'accord avec vous. C'est un problème de leadership, mais surtout un problème de gestion, capacité de gestion qui part des États. Comment les États sont gérés, il faut s'interroger sur la manière dont les États sont gérés, le niveau de démocratisation des États, le niveau de contrôle citoyen de l'action publique. Dans notre jargon de la société civile, quand on parle de contrôle citoyen de l'action publique, on fait référence ici à la capacité qu'ont les organisations de la société civile et citoyens à contrôler le gouvernement. Est-ce que la plupart des gouvernements qui composent l'Union africaine sont démocratiques? Quelles sont les conditions d'accès au pouvoir? Quelles sont les capacités qu'ont les peuples africains de contrôler la gestion de leur pays? Donc, le problème fondamental que la société civile pose dans le fonctionnement de l'Union africaine part des États.
un grand nombre d'États ne sont pas au niveau. Il faut mettre à niveau les États. Il faut qu'il y ait une convergence en ce qui concerne les pratiques, les normes de gouvernance. Il y a la question fondamentale des élections qui se pose, par exemple, en Afrique centrale. Sur 11 pays d'Afrique centrale, vous avez peut-être un seul pays, un ou deux pays qui sont démocratiques. Les autres pays ne répondent pas aux critères universels, aux critères des Nations Unies ou de l'Union européenne en matière de gouvernance, en matière d'alternance ou d'organisation des systèmes électoraux. Nous allons développer, nous allons donc ça, c'est l'un des aspects. Moi, je reviens sur la nécessité d'asseoir une bonne gouvernance pour que véritablement l'Union européenne, l'Union africaine puisse décoller. Sans institutions nationales fortes, sans gouvernance à la base, sans gouvernance dans les pays, l'organisation Union africaine, les différents démembrements, les différentes entités politiques, économiques, régionales, sous-régionales ne peuvent pas décoller. Alors, je voudrais maintenant, on va certainement revenir sur ce sous-thème de la gouvernance, mais je voudrais peut-être qu'on examine les principaux, évalue un peu les principaux dossiers étudiés à Addis Abeba et qu'on essaie de les commenter un peu, Dr Radio. Prenons d'abord le cas de l'indépendance financière. Alors, il y a la réforme, n'est-ce pas, sur l'autonomisation du budget de l'Union africaine qui a été mise sur la table, mais où tout le monde ne voit pas ça de la même façon. C'est un frein même de quatre fers, pour ainsi dire, alors que d'autres sont déjà... Alors, est-ce que cette navigation, ce double rythme, est-ce que c'est normal qu'une union, qu'une organisation qui se veut homogène, qui veut aller de l'avant, peut se refuser les moyens de son indépendance? Comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait que la taxe de 0,2% sur les importations extérieures des pays africains venant hors d'Afrique n'ait pas encore été actée par tous les États? Bien, c'est assez... Est-ce que vous comprenez absolument cela? Ce dossier était sur la table, on se serait attendu que... Mais pour l'instant, ce n'est que quelques-uns qui ont adhéré. Moi, je comprends aisément les désaccords actuels, même sur des questions essentielles. Je comprends, parce que nous n'avons pas tous le même rapport à l'histoire. Et donc, nous n'avons pas tous les capacités à percevoir l'avenir d'une même façon. Pour un certain nombre de chefs d'État qui arrivent là au pouvoir, ils découvrent l'Afrique. Et ils se familiarisent avec un fonctionnement. Mais il n'y a pas de vision. L'Afrique de Benito Sylvain, Georges Padmore, William Dubois, les Kwame Nkrumah, c'est pas la même Afrique que portent ces leaders actuels. Ils sont un peu étrangers à cette vision historique du panafricanisme, à ce projet faire de l'Afrique cette grande terre unie, etc. Ça ne vibre pas quand vous voyez les gens arriver à Addis Abeba. On ne sent pas cette ferveur africaine historique. Ils ne se sont pas véritablement appropriés. Bien évidemment, c'est des entre guillemets, c'est assez paradoxal, mais vous voyez mon ironie, ce sont des étrangers qui se réunissent à Addis Abeba pour discuter de l'Afrique. Ce n'est pas des Africains portés par ces espoirs-là. Par contre, en bas, l'Afrique d'en bas, vous voyez des Africains qui, notamment ceux-là qui sont déçus, ce sont ceux-là qui connaissent l'histoire de ce panafricanisme-là et qui espéraient qu'au bout, notamment quand on se serait, quand le moment de nous approprier nos terres, on allait mettre en place ces projets-là que les pères avaient rêvé. Donc moi je comprends aisément et donc il faut je pourrais prendre le propos de M. Paga, une remise à niveau du rapport à l'Afrique. Quelle est la conscience historique de nos leaders? C'est cette conscience historique-là qui déclenche la conscience collective et donc la capacité de se percevoir comme élément d'un même corps et de porter ensemble, comme des rugbyman, le ballon dans le camp de l'autre. Mais là, c'est un melting pot des gens qui viennent pour leurs intérêts. Systématiquement, sur des questions essentielles, les divergences apparaissent. Systématiquement. Et l'Union africaine des peuples, parce que je pense que c'est à ça que vous faisiez référence tout à l'heure, M. Paga. Alors, est-ce que la société civile, vous parlez tout à l'heure, les leaders sont les leaders, mais vous qui êtes de la société civile, comment est-ce que vous organisez la population pour faire partie intégrante, n'est-ce pas, de l'action de l'Union africaine? Comment est-ce que vous réagissez par rapport... Mais le rôle de la société civile est un rôle évidemment et éminemment dynamique.
Il y a des dynamiques qui se mettent en mouvement dans les différentes régions africaines. En Afrique centrale, nous travaillons dans le cadre du REPONGAC, qui est le réseau des coalitions des organisations thématiques de la société civile. Et comment vous avez réagi quand l'Union africaine n'a pas pu adopter la mesure sur l'autonomisation de ses finances, qui font en sorte qu'elle dépend toujours des autres? Comment vous pouvez expliquer ça? C'est une ambition impossible. Comme vous le savez, l'Union africaine est financée à 70% par l'Union européenne. La structure sous-régionale, la CEAC en Afrique centrale, est financée à 100%. Je peux dire à 100%. Les différents programmes de la CEAC, ECOPAX, disons tous les programmes qui concourent à la paix et à la sécurité, y compris les programmes politiques, sont financés essentiellement par l'Union européenne. Les États africains sont incapables. Mais alors pourquoi donc alors, quand il y a une formule qui pourrait arranger tout le monde, parce que tout le monde importe quand même quelque chose, et il est tellement question de la réforme Kagame, de la taxe qu'on appelle la taxe Kaberuka, il est tout simplement question de prélever 0,2%. Pourquoi est-ce que certains freine par rapport à ça, puisque c'est un moyen pour permettre justement à l'Afrique, d'abord l'Union africaine, et partant, dans un chemin de bonne gestion, même soutenir les autres organisations sous-régionales. Comment on peut se refuser cet outil de financement? Je pense que là, le rôle de la société civile va consister à mener des actions de plaidoyer, de lobbying pour pousser les États à adhérer à cette vision-là, à cette proposition qui nous semble être une proposition qui va à l'encontre de, disons, en faveur de l'indépendance financière et de l'efficacité. Parce qu'il est question ici de financer les différents programmes de l'Union, de l'organisation. Ces programmes dépendent aujourd'hui essentiellement soit des Nations Unies ou de l'Union européenne à plus de 90%. Ce qui montre que véritablement l'Afrique, ce qui confirme que l'Afrique n'est pas indépendante. Si économiquement, monétairement et financièrement, nous n'arrivons pas à cette autonomisation, évidemment, notre continent sera toujours sous tutelle des Occidentaux. Tout dépend donc aujourd'hui de la capacité, je dis, de la capacité des États à être gouvernés, de la capacité des populations à influencer le changement dans nos pays. Alors, donc moi, je reviens sur la question fondamentale qui est celle vraiment de la manière dont nos États sont gérés. Oui, quelles sont les personnes qui nous reviendrons sur ça, Monsieur Mpaga, parce que vous êtes dans votre noyau, vous êtes parfaitement dans votre domaine, mais je voudrais qu'on évolue. On a déjà vu un peu les réactions par rapport à ce premier grand dossier qui, ce plateau le montre, et beaucoup de personnes d'Africains ont été dessus ou sont même dessus que ce ne soit pas encore acté parce qu'on estime qu'on n'est toujours pas indépendant. On vient de le répéter ici. Mais évoluons sur d'autres dossiers pour proposer à notre regard le marché commun africain. Alors, le marché commun africain, on en parle, une fois de plus, on a voulu imiter l'Union européenne sur un certain nombre de choses, mais en dehors des dénominations ressemblantes, similaires, Union européenne, Union africaine, ceci, cela. Voici un marché africain qui a du mal à se mettre en place. Et je rappelle, l'élément là, nous l'a rappelé tout à l'heure de M. Aziz, à savoir que celui qui est en charge du dossier au niveau africain, ils sont tous d'accord, mais sauf qu'il faut encore du temps parce qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Est-ce que ça se peut quand on sait que par exemple, l'Union européenne a commencé bien par un petit marché des échanges entre la France et l'Allemagne sur l'acier et le charbon. Alors, et puis avant de s'élargir au niveau de 6 pays, avant de continuer. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on pense que parce que tout le monde va avoir tous les produits, c'est en ce moment qu'on peut installer un marché africain? Il y a, de mon point de vue modeste, il y a quand même un manque de stratégie qui devient assez patent et assez gênant. Parce que ça va dans tous les sens. Je me souviens d'une réunion de la CEAC, il y a quelques mois, à Libreville, où la CEAC a donné une échéance pour le marché commun sous-régional. Ça va un peu de tous les sens selon qu'on soit au sud, au centre, au nord du continent. Là, le 30e sommet a confié ce dossier au président du Niger.
Et c'est ça aussi, cette façon de gérer le continent, on confie des dossiers. C'est déjà le début de la fin de l'histoire. Où est la commission de l'Union africaine dans tout ça? Ils servent à quoi? Pourquoi on a mis une commission de l'Union africaine? Donc ça me paraît difficile. Il y a tel chef d'État est chargé de ceci, tel autre est chargé de cela, on se distribue des rôles et puis... De mon point de vue, c'est le début de la fin de cette histoire. J'espère me tromper, mais je ne vois pas comment. Ce qu'il proposera sera mis un peu comme les textes importants. Je pense à la Convention sur la corruption de 2003 et d'autres textes seront mis dans les placards. Comment, où sont nos experts africains au niveau d'Addis Abeba? Pourquoi on les écarte? Le président du Niger a fort à faire. Vous savez qu'il y a le G5 ou le G7 Sahel. Je pense qu'il est à Bruxelles au moment où on parle pour régler cette question. Lui, il a beaucoup de problèmes là-bas, de sécurité, etc. Voilà un gros dossier. Le marché commun confié à un monsieur qui a beaucoup de... Donc, moi, cette méthode-là de travail ne me convient pas. Et puis, c'est des méthodes de travail qui ont montré leur inefficacité dans le passé. Je ne sais pas comment on peut réfléchir à une méthode de travail qui rendrait les organes panafricains un peu plus concernés et impliqués sur les questions, et les chefs d'État se départissent et se font un peu discrets par rapport à ces questions-là. On laisse les experts parler et puis la commission qui est le porte-voix de cet embryon de gouvernement africain propose donc, lors d'un sommet le fruit de ces réflexions. Or, voici qu'une commission d'experts de très haut vol a travaillé sur les réformes, notamment le financement, mais il se trouve qu'au niveau d'entériner la décision, on connaît ce que ça a donné. Alors c'est là une fois de plus. Mais je voudrais aller sur un autre dossier qui parle de la gouvernance, de la corruption. Là également, le dossier de la corruption a été étudié, mais le sommet d'Addis Abeba a accouché tout simplement de la nomination d'un champion en la personne du président Buhari du Nigeria. Alors que depuis longtemps, la corruption est un problème où il fallait venir avec des mécanismes pour pouvoir pour ne pas dire les imposer aux États, de manière à lutter véritablement à armes lourdes contre cette corruption qui est à destruction massive. Alors comment est-ce que vous appréciez cette démarche de confier encore, on le disait, on se dispute les rôles tout simplement et on continue? Je suis tout à fait d'accord avec vous, cher Alex, que la corruption elle est endémique. La corruption c'est une gangrène qui est en train d'affecter, qui affecte le développement de l'Afrique, qui est au cœur même du sous-développement de l'Afrique. C'est le mal principal. Parce que quand on voit le niveau des richesses de nos pays... Oui, mais tout le monde en est conscient. Mais comment comprendre donc que les chefs d'État se réunissent et sortent tout simplement avec une simple... Mais il y a un certain nombre d'engagements que les Africains ont pris. Il y a une convention qui existe, une convention africaine, la convention de Maputo sur la lutte contre la corruption. Il y a différentes conventions au niveau sous-régional et il y a une convention des Nations Unies, la convention des Nations Unies, convention de Mérida. Il y a une norme internationale qui est là, mais le problème qui se pose, c'est que nous sommes confrontés à un problème de volonté politique. Les institutions en charge de la lutte contre la corruption ne sont pas indépendantes. Les organes, disons la justice elle-même, elle est gangrénée par la corruption. Donc il est impossible, quasiment impossible, de lutter contre la corruption dans la plupart des pays africains, notamment en Afrique centrale, qui sont vraiment endémiques, qui sont caractérisés vraiment par la corruption. Il y a le phénomène de corruption politique. Il faut analyser la corruption selon plusieurs angles. Alors, le premier angle de corruption qui est de notre point de vue dans la société civile à attaquer, c'est la corruption politique. D'accord. On va continuer. On va continuer. D'abord, écoutons un peu le nouveau président en exercice, le président Kagame, quand il a pris fonction récemment. On pourra prendre un petit extrait de son discours d'acceptation des fonctions et on va poursuivre le débat, s'il vous plaît. Cet élément. Il ne nous reste plus du temps. Nous devons agir maintenant pour sauver l'Afrique de la privation permanente. La mesure est cruciale.
Nous devons de créer un marché continental unique, intégrer nos infrastructures et doter nos économies de technologie. Aucun pays, aucune région ne s'en sortira tout seul. Nous devons être opérationnels et nous devons agir ensemble. La réforme financière et institutionnelle de l'Union africaine découle de l'urgence face à ces réalités. Fort heureusement, l'Afrique dispose d'atouts, de forces sur lesquelles compter à partir de cette organisation et son engagement clair en faveur de l'unité. Voici le nouveau président en exercice de l'Union africaine, le président Kagame. Il est crédité de beaucoup de volonté pour mener les réformes à l'image de ce qu'il fait dans son pays. Alors, je voudrais rappeler que l'Union africaine s'est dotée d'un instrument important, l'agenda 2063, qui est fondé sur pratiquement 3 piliers fondamentaux, à savoir une vision, un cadre de transformation et une énonciation des moyens. Alors, la vision d'un continent pacifié et prospère. Commençons un peu par là. Est-ce que vous pensez que le président Kagame, il n'a qu'un an, mais comment est-ce qu'il peut propulser les éléments de vision de l'agenda 2063 durant son seul mandat d'1 an? Je crois que c'est une tâche difficile. Au passage, on attend pour 2023 le passeport africain. Ce passeport qui me permettra d'aller à Yaoundé et à Kinshasa sans autre forme de protocole, puisque c'est une promesse. Je pense que c'est une tâche très 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 difficile. L'agenda 2023 qui est finalement dans sa démarche qui est pensée par le bas. 2063, autant pour moi, qui est pensé par le bas, c'est le fruit d'une démarche participative. Et c'est des grands points qui ont été retenus sur la croissance, sur la démocratie, sur la culture, sur notre rapport au monde, le positionnement de l'Afrique au niveau du monde, sur l'intégration, sur la sécurité, sur les questions de genre, la femme, les jeunes, etc. etc. C'est autant de moyens qu'il faut mobiliser. Mais surtout, ces moyens-là doivent nourrir un cadre stratégique clair. Or, quel est le cadre par rapport auquel le président Kagame va évoluer et quels sont les moyens qu'on va donner au président Kagame pour nourrir ce cadre-là et atteindre ses objectifs. Dans cette Afrique particulièrement désarticulée, plus que jamais dépendante, menacée dans le golfe de Guinée, dans la Méditerranée et dans le golfe d'Aden, menacée en interne par les phénomènes de terrorisme, ou les phénomènes de déscolarisation, de déperdition scolaire. Nous avons ça en commun avec un certain nombre de pays. La prise en charge de nos hommes et de nos femmes par rapport aux soins de santé, etc. L'employabilité, l'emploi, le chômage, etc. Parce qu'au final, l'agenda 2063, c'est faire en sorte de placer l'Africain au cœur de tout. Cet Africain-là, en 1 an, aura bénéficié de quoi de la part du président Paul Kagame? En 50 ans, il aura, parce que l'agenda 63, c'est dans 45 ans. Dans 45 ans, la situation que nous vivons en ce moment, est-ce que ça peut permettre d'envisager sereinement toutes les bonnes choses qui sont contenues dans cet agenda, Monsieur Paga? Bon, la vision, c'est une projection. Je pense que c'est une projection, comme le disait mon frère ici, qui doit évoluer dans un cadre à partir d'un certain nombre d'objectifs. Moi, je vois comme principaux objectifs, c'est d'abord la démocratisation de l'Afrique. Il y a même des objectifs qui sont déclinés, mais alors comment justement atteindre ça dans notre Il faut commencer par démocratiser l'Afrique. Il faut d'abord mettre à niveau, sur le plan démocratique, l'Afrique. Et pourquoi l'Union africaine ne parvient pas à imposer la démocratie? L'Union africaine n'est pas démocratique. L'Union africaine, la plupart des chefs d'État qui sont... créer une autre... Paul Kagame, président de l'Union africaine, ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir?
pouvoir. Il n'existe pas de démocratie dans son pays. Il n'existe pas de liberté d'expression dans son pays. La société civile n'est pas libre dans son pays. Il faut commencer d'abord à créer les conditions d'une démocratisation intégrale de l'Afrique. Réformer la justice. Ça dépend. Vous savez, à la démocratie, même on peut donner une analyse, une définition. La démocratie ici peut ne pas être la démocratie là-bas, tout en chacun à sa façon. Peut-être la démocratie doit être ancrée sur une culture. Donc, votre analyse de la démocratie dans je pense que l'Union africaine a déjà travaillé. Il y a un certain nombre de dispositions qui existent au sein de l'Union. Il y a la charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections. C'est mettre d'abord en application cet instrument-là. Ensuite, il faut regarder tout ce que les structures continentales qui réfléchissent sur l'économie, sur le développement, ont construit la structure qui se trouve à Addis Abeba. Comment ça s'appelle? La CEA. La CEA a eu des réflexions sur les questions de gouvernance, sur les questions de gouvernance, de réforme, de développement de l'Afrique. Le NEPAD est une ambition louable. Toutes ces ambitions doivent... Soit dit en passant, le NEPAD est devenu une agence de développement, donc je pense que c'est censé être plus efficace en ce moment. Ce sont des bonnes choses. Moi, je pense que si on règle les questions de gouvernance, parce que le problème qui entrave fondamentalement le développement de l'Afrique, la construction africaine, c'est la gouvernance selon ses différents démembrements, selon ses différentes compositions. On a un problème de gouvernance économique qui découle d'un système de corruption généralisée. Parce que si nos pays sont aujourd'hui dans un état de marasme économique, quand on parle des problèmes économiques en Afrique centrale, il y a fondamentalement comme cause profonde la corruption. C'est la corruption qui est à la base du sous-développement. C'est la corruption qui est à la base des problèmes sociaux, des problèmes économiques. On espère que le champion africain en ce moment, à savoir le président Buhari du Nigeria, va proposer des solutions que les autres vont accepter. Mais je voudrais revenir, me tourner du côté du docteur Adjo pour continuer à élaborer sur les perspectives, n'est-ce pas, de l'Union africaine par rapport à cela. Est-ce que vraiment l'Union africaine, en dehors de... Vous le dites, vous le soulignez, c'est une question de volonté politique, parce que quand on regarde, parce que les choses peuvent quand même marcher, mais pourquoi vraiment l'Union africaine ne marche pas? Est-ce que parce que nous ne sommes pas des pays trop différents? Est-ce que, comme vous l'avez dit, les éléments dès le départ n'ont pas été faussés? Est-ce que nous avons la même culture? Est-ce que nous avons les mêmes éléments qui nous permettent de cheminer vraiment ensemble? Est-ce qu'on peut réussir un agenda comme celui de 2063 alors qu'il y a des clivages endémiques à l'intérieur, même au niveau linguistique, même au niveau racial, n'est-ce pas, au niveau culturel? Donc, comment est-ce qu'on peut penser qu'on peut cheminer ensemble? Qu'est-ce qu'il faut vraiment faire par rapport à l'avenir de l'Afrique et de l'Union africaine? Ce sont des questions très difficiles et il faut certainement la volonté politique, mais il faut aussi, je pense, des hommes d'un certain niveau, des hommes d'État. Parce que je ne crois pas que ce soit avec les acteurs politiques, nos leaders actuels, que nous y arriverons. Parce qu'il y a l'histoire. Il y a l'histoire qui est là pour faire en sorte que chaque Africain, surtout à ce niveau, s'indigne et fasse tout pour se sortir du piège dans lequel l'histoire a tenté de nous plonger. Victime de l'esclavage, du colonialisme. Si tout ça, ce n'est pas une source d'indignation, je ne sais pas ce qui pourrait nous indigner. 50 milliards de pertes par an. Quand on parlait de la corruption. Si ça ne suffit pas à nous indigner, qu'est-ce qui pourrait nous indigner? On a parlé du financement de notre organisation continentale à 80-90% financement extérieur. Et ça nous convient, ça ne nous indigne pas. Donc avec des gens qui ont un manque total d'indignation comme ça, où irait-il chercher la volonté pour nous propulser vers, compte tenu de notre potentiel, franchement, on peut y arriver.
Et j'ai vu, notamment, vous savez que le siège qui est le nôtre à Addis Abeba, ça a été construit par d'autres, pour ne pas les citer. Des Chinois. Et on a appris, à l'occasion de ce 30e sommet, qu'il y avait eu quelques micros, ci et là, pour nous espionner. Aucune indignation. Donc, mieux. On dit que c'est pas grave. Voilà. Donc, comment les peuples d'Afrique peuvent-ils compter sur des personnes qui ne s'indignent de rien et sont même contents du rythme et de l'orientation que l'on prend jusque-là? Alors, mais moi, je voudrais poser une question. Quand on regarde, aujourd'hui, c'est peut-être une analyse qui, elle est certainement imparfaite, mon analyse, mais la CEDEAO, quand on voit comment elle évolue, elle semble être beaucoup plus forte, beaucoup plus avancée que l'Union africaine. Il y a des pas importants, énormes qui se font au niveau d'une organisation sous-régionale. Pourquoi l'organisation continentale ne parvient pas à faire ce que, par exemple, la CEDEAO est en train de faire? Bien sûr, si je pourrais juste, avant que M. Mpaga prenne la parole, je pense que le salut du continent viendra peut-être de là. C'est-à-dire ces espaces-là qui, dans un bout du continent, prennent conscience et essayent d'avancer. Et peut-être par effet d'entraînement, les choses vont finalement faire en sorte que tout le continent suive. Mais attendre avec les outils actuels, avec les valeurs que les leaders portent, avec leur façon de penser le devenir du continent, leur rapport au monde, la perception qu'ils ont de la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. Attendre que ça vienne du haut. Au moment où nous parlons, ça me paraît difficile. Je préfère examiner la SADC, voir comment la SADC essaye de se projeter vers l'avenir. La CEDEAO, voir comment la CEDEAO essaye de se projeter en Afrique centrale. La CEAC, c'est très difficile. C'est une zone compliquée. Je pense que nous serons les derniers dans ce mouvement d'ensemble. Mais attendre que ça vienne du haut, ça me paraît actuellement difficile. Et le président Kagame ne trouvera jamais les moyens de faire avancer d'1 centimètre la situation actuelle. Parce que c'est très compliqué. Et des résistances, même les pays qui l'entourent seront les premiers à le combattre sur ce le document qu'il sortira ou la vision qu'il proposera. Absolument. Et nous avons parlé aujourd'hui de ces égos. Parce que là également, il faut toujours des locomotives pour tirer les autres. Autant une organisation sous-régionale peut tirer l'organisation continentale, autant 2 ou 3 ou 4 pays peuvent tirer les autres sans attendre tout le monde. Une fois de plus, si on prend le cas de l'Union européenne, aujourd'hui encore, on estime que la France et l'Allemagne sont les locomotives de cette union et personne ne le conteste. Or, en Afrique, c'est la chose qui semble la plus difficile à partager, savoir que l'autre est supérieur à moi et qu'il peut nous mener. Alors donc, ça également, est-ce que ce n'est pas les choses... J'aimerais, dans le même contexte, revenir sur les critères de convergence qui font en sorte que l'Union, que la CEDEAO soit vraiment à un niveau très très élevé, à un niveau très très élevé. Je parle de la CEDEAO, aussi de la SADC. Il y a d'abord des critères de convergence au niveau politique, au niveau démocratique, au niveau des élections. La CEDEAO a d'abord un haut niveau de démocratisation. La plupart des pays en Afrique de l'Ouest sont caractérisés par des alternances au pouvoir, des transitions démocratiques pacifiques, des régimes stables sur le plan institutionnel et démocratique, des institutions fortes, comme au Ghana, au Nigeria, au Sénégal, etc., etc. Il y a cette convergence donc au niveau politique. Il y a des convergences en ce qui concerne les organisations de la société civile. Il y a même une intégration des organisations de la société civile, des forums qui fonctionnent de façon harmonieuse au niveau de la sous-région. En Afrique de l'Ouest, il y a des convergences économiques. Il y a une libre circulation des biens et des personnes parfaitement intégrées en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe, contrairement au paradoxe de l'Afrique centrale. Alors, sur la base de tout cela, qu'est-ce que pour sortir de cette émission, nous aurons d'autres occasions pour en débattre, qu'est-ce que vous pouvez proposer, comment vous voyez l'avenir de l'Union africaine en très peu de mots? Moi, je pense qu'il faut beaucoup qu'on travaille sur le leadership. Il faut construire un nouveau leadership africain. Un leadership que nous appelons dans la société civile transformationnel. Il faut créer des leaders transformationnels qui feront la différence.
qui vont impacter, n'est-ce pas, nos pays sur le plan politique, sur le plan économique, des leaders qui auront des visions de transformation, de changement. Je pense qu'il est important de travailler, de concevoir. Les universitaires ont un travail de recherche particulièrement important à développer. Il faut vraiment travailler. Actuellement, nous avons une crise de leadership. Une crise de leadership. Il faut donc résoudre cette crise de leadership. Il faut résoudre la crise de leadership. Il faut résoudre la question fondamentale de gouvernance qui est au cœur même de la désintégration et de la déliquescence de l'Afrique. Donc, un dernier mot pour M. Adio rapidement. Oui, simplement dire que 2015, je crois, on attendait les forces africaines en attente. Tout à fait opérationnel et capable de nous éviter des drames ci et là. Vous voyez que ce grand espoir a été déçu. Donc à partir de là, on n'en attend plus beaucoup de choses. Simplement, il faut clarifier le rapport au pouvoir. Comment en Afrique on gère le pouvoir? Est-ce que c'est la source, ça doit être la source de nos problèmes ou la base de nos solutions? Deuxième chose, il faut clarifier notre rapport à la question de l'indépendance. La liberté, quel est son rapport avec l'Afrique? Nous aimons la liberté ou c'est quelque chose qui n'est pas totalement intéressant pour nous? Comme sont ces questions, on y répondra. On cherchera à y répondre dans d'autres débats la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'avoir réagi à cette émission, d'avoir proposé votre lecture de l'Union africaine. Je pense que les téléspectateurs de la Belle Télévision ont apprécié. Nous sommes toujours à votre disposition si vous avez des questions à nous poser. Et je vous apporte une bonne nouvelle, chers amis téléspectateurs. Une autre bonne nouvelle de la Belle Télévision, à savoir que la Belle Télévision intègre le bouquet Canal+ à partir du 1er mars 2018 dans le cadre de sa stratégie de développement. Avec ce nouveau développement stratégique, la Belle Télévision densifie son réseau de diffusion et de réception satellitaire pour se positionner, n'est-ce pas, comme la chaîne qui couvre le mieux l'Afrique, toute chaîne africaine et internationale confondue. À partir du 1er mars, donc, la Belle sera sur la coquille 393 à partir du 1er mars. Et à la fin du mois de mars, c'est-à-dire le 28 mars, nous serons revenus un peu plus devant, à savoir à la coquille 36 du bouquet Canal+, selon le nouveau plan de référencement. Ça, c'est une ambition du président directeur général de la Belle Télévision et Radio, M. Martin Artila, pour accompagner l'émergence de l'Afrique. Je pense que c'est une bonne nouvelle, parmi tant d'autres que nous souhaitons vous apporter tous les jours. Nous sommes contents que vous nous ayez acceptés chez vous. Restez accrochés au programme de la Belle Télévision et Radio. Bonsoir et à bientôt.